Bonjour, bonsoir à tous tout le monde, comment ça va? Et donc, on commence avec Bolchegeek, cérémonie des JO, pourquoi les polémiques? Donc la rubrique de Bolchegeek pour le journal de l'humanité sur internet. Moi j'avoue que la cérémonie des JO et les JO en général, je suis à moitié passé à côté. Dans le sens où j'ai vu des mèmes, j'ai vu des extraits, j'ai vu des avis, des trucs sur Twitter et tout, mais je l'ai pas vraiment regardé en profondeur, parce que déjà j'avais pas le temps à ce moment-là. Et en plus, les JO j'ai jamais été fan, même quand j'étais petit, déjà surtout quand j'étais petit. Enlever des dessins animés quand j'étais petit. Ah, ça m'énervait ça. En vrai, c'est l'une des raisons qui fait que je détestais les JO. C'est le côté, ils enlevaient des dessins animés pour mettre des sports dont je m'en battais les steaks. Mais bon, après, c'est la vie. Mais tout ça pour dire que c'est pas que je connais rien de la cérémonie ni des JO en soi. Hein. Je sais qu'il y a eu Gojira, je sais qu'il y a eu Lady Gaga, Aya Nakamura, etc. Mais je sais pas tout et on va voir du coup ensemble ce qu'en a pensé Bolchegeek. Les médias étrangers sont dithyrambiques ce matin, tour d'horizon de la presse internationale avec par exemple le Washington Post qui titre « Un spectacle joyeux enflamme la scène ». On a eu le droit pendant 1 heure, alors là, à une cérémonie qui a sombré dans l'idéologie woke. La scène est magnifique. Le public, c'est ça notre trésor en fait, c'est génial. Un moment extrêmement irrespectueux pour les chrétiens, selon Elon Musk. Magnifique, incroyable, incroyable. Et c'est vrai que ce petit montage de début de vidéo, il représente assez bien en fait les différentes opinions sur la cérémonie, j'ai l'impression. Parce qu'on a d'un côté des gens qui sont en mode ouais gna gna gna, c'est woke, Aya Nakamura, la scène, tout ça. On va en reparler même si on sait que c'est pas la scène, les gens font pas la différence entre Dionysos et Jésus. C'est quand même triste, surtout pour des personnes qui voulaient défendre la scène. Mais bref, donc des gens d'un côté qui sont très anti-woke, Marie-Antoinette, gna 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 gna. Et de l'autre côté, la plupart des gens en fait de tous les pays qui étaient en mode quelle grande cérémonie, quelle belle cérémonie. Moi le peu que j'ai vu en vrai ça avait l'air cool, mais comme je vous l'ai dit ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais pas juger, mais les extraits que j'ai vus, franchement sympa. En fait ce montage montre vraiment bien la dichotomie entre les gens, ça a pas fait l'unanimité quoi. Mais ce qui est marrant c'est que ça a pas fait l'unanimité, mais j'ai l'impression que dans tous les cas c'est plutôt la droite et l'extrême droite qui restent dans leur coin et que tout le monde kiffe. Après c'est vraiment mon impression, hein, peut-être que je me trompe, mais dans les deux cas ça montre, je trouve, que là où la droite et l'extrême droite adorent dire oui les woke, ils veulent cancel tout, ils veulent enlever nos programmes, ils veulent faire nanana, et c'est pas nous qui cassons les pieds pour rien, hein. C'est pas nous qui sommes là à dire non cette cérémonie c'est un scandale, elle devrait être annulée, nanana. Regarde, nous quand on n'était pas fan de la cérémonie de rugby, hein, on a juste dit c'est éclaté et puis on est passé à autre chose. Alors que de l'autre côté, quand c'est pour la cérémonie des JO, c'était en mode t'as l'impression que les gens ils voulaient aller au bûcher. D'ailleurs il y a même eu des personnes qui ont participé, dont des personnes qui ont fait la scène, qui ont été harcelées, qui a eu des menaces, qui a eu une DJ, j'ai oublié son nom, mais qui a eu des menaces en mode ouais on sait où tu mixes, on va te chercher là-bas, etc. Donc niveau cancel, c'est pas forcément le camp qu'on dit qui cancel le plus qui le fait finalement. Et même quand nous on cancel, ce qui est quand même pas tout le monde qui le fait, et c'est plus un cancel personnel, hein, en invitant les autres à le faire, mais après on le fait pas tout le temps. Nous on appelle juste à arrêter de regarder ou de consommer le contenu de la personne. On n'appelle pas à la tuer la personne ou à la tabasser. C'est quand même un peu moins grave que le cancel de l'extrême droite. Mais bon. Enfin bref, voyons ce que Bolchegeek a à dire de cette cérémonie. Je sens que ça va être très intéressant. Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle saison de Populaire, l'émission qui analyse la culture populaire pour le journal L'Humanité. On espère que vous avez passé un été pas trop cuisant, parce que là, on va direct revenir sur un des événements qui l'a le plus marqué. Un petit événement de rien du tout qu'on appelle les JO. Mais plus précisément, un de ses aspects les plus culturels, leur désormais fameuse cérémonie d'ouverture. Pourquoi elle a fait couler autant d'encre et autant de larmes, parfois bien salées? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonsoir, bienvenue à Paris. En vrai, bon accent, hein, Lady Gaga. Franchement, pas mal, hein. Le moins qu'on puisse dire de cette cérémonie créée par le metteur en scène Thomas Joly, c'est que la magie du spectacle a bien opéré. Tout le monde, y compris à l'international, en a parlé. Beaucoup avec un sacré enthousiasme, d'autres un peu interloqués, et vous avez vu, même des gens qui depuis des mois étaient sur le mode « alors moi j'emmerde les JO, j'espère que ce sera Hellsbull, Macron, explosion », d'un coup, ont mis ça de côté
écouter pour dire ah ouais tiens ok ça c'est pas mal. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup sur Twitter et même en règle générale. Ça, c'est un truc qui m'a bien fait marrer. C'est beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, ah bah les JO, on boycotte, faut que ce soit les JO du Zbeul et tout. Ils ont vu la cérémonie d'ouverture, ils étaient en mode quand même, finalement, c'est pas mal les JO. En tout cas, la cérémonie, ça, on peut pas leur enlever. Et moi, je les comprends, hein, aucun jugement là-dessus. Mais c'est juste que, évidemment, que malheureusement, les JO allaient pas être si perturbés que ça par des mouvements sociaux et tout. Moi, j'étais de ceux qui espéraient et qui encourageaient à faire en sorte que il y ait des mouvements sociaux, qu'il y ait des coups de pression pendant les JO et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas tant de chances que ça se fasse. Mais par contre, je comprends que les gens finalement ils aient regardé parce que l'être humain est faible en fait, tu vois. Et c'est l'un des trucs qui fait que le capitalisme arrive autant à rester en place malgré toutes ces injustices et ces dingueries. C'est que ouais, le capitalisme c'est de la merde, mais il y a quand même des trucs qui font que les gens aiment bien rester dedans parce qu'il y a une illusion de pouvoir remonter socialement, il y a le pouvoir d'achat, même si on en a de moins en moins, il y a le fait d'acheter des trucs, c'est sympa d'acheter des trucs, tu vois, tu te sens, c'est cool, sur le moment c'est cool d'acheter des trucs, d'avoir plein de trucs à la maison, et c'est pour ça que le capitalisme, il nous a, en fait, c'est parce que l'être humain est faible et que on aime bien les trucs comme ça, tu sais, les JO, les trucs, et des fois, selon tes propres faiblesses, ça va être plus ou moins dur à passer au-dessus, genre des fois, que ce soit la Coupe du Monde, de football ou de rugby ou autre chose, on s'en fiche, que ce soit les JO, que ce soit ceci, cela, des fois, on a du mal à mettre nos valeurs au-dessus de ça, tu vois, parce que, ouais, la Coupe du Monde, le Qatar, tout ça, mais j'adore le foot. Là, je parle pas de moi, mais une personne qui adore le foot et toute sa vie, ouais, il aura un peu du mal, ou elle aura un peu du mal à boycotter, ce qui se comprend. Après, des fois, il y a des moyens alternatifs, tu peux boycotter tout en regardant. Genre, je sais pas, Hogwarts Legacy, tu peux le pirater, le jeu. Genre, la Coupe du Monde, s'il y a moyen, est-ce que tu peux pas télécharger les matchs mais d'un côté, la Coupe du Monde, télécharger les matchs, ok, comme ça, tu donnes pas de visibilité à la Coupe du Monde, mais d'un côté, ce sera pas en direct, ce sera pas avec tout le monde, c'est pas l'effervescence du truc. Donc je comprends qu'on ait tous et toutes nos contradictions là-dessus, et c'est ça qui est terrible. Et après, moi, j'en veux à personne d'avoir regardé les JO, la cérémonie, etc., alors qu'ils avaient dit que ce serait les JO du Zbeul. C'est humain, mais c'est quand même marrant de voir la dichotomie entre les réactions avant la cérémonie et après la cérémonie. Et puis alors, bien sûr, d'autres ont juste lâché la rampe. Après, effectivement, c'est pareil, c'est vrai qu'il y avait ce monsieur, cette dame, je sais pas comment l'appeler. Moi, ce que j'adore avec ce genre de personne, avec le mec là, tu sais, en mode ce monsieur, cette dame, je sais pas comment l'appeler, tu dis cette personne. Comme ça, tu te fais pas chier à savoir si c'est un monsieur ou une madame. Alors, on sait très bien que là, le gars, tout ce qu'il voulait, c'était dire ouais, il est bizarre, donc il, elle, je sais pas. Mais si t'as un minimum de vocabulaire, frérot, et tu as l'air de vouloir faire genre, tu as un minimum de vocabulaire et tu es quelqu'un de pertinent, d'intelligent et de tout à fait à ta place sur ce journal pour dire toutes les dingueries racistes du monde. Donc, si jamais t'as un minimum de vocabulaire, d'intelligence et de bagou, dans ce cas-là, dis cette personne, comme ça t'as pas à te faire chier à dire ce ou cette, je ne sais point, je suis perdu. C'est terrible. En fait, soit il manque vraiment de vocabulaire et dans ce cas c'est triste, soit, et je pense que c'est plutôt ça, ils veulent juste te rappeler que quand même c'est bizarre, tous ces trans, on sait pas si c'est il ou elle. Alors que c'est simple, va voir la personne, demande-lui, dis-moi t'es il ou elle. Ah t'es il, ok. Voilà, fin de l'histoire. C'est pas plus compliqué que ça les frérots. Sur le pont là, qui rampait. Une femme à barbe. Oui, je pensais que c'était Chewbacca, vous savez. Oh là là, l'argument. C'est une femme qui a une barbe, donc c'est Chewbacca. Y a rien qui va dans cet argumentaire. Enfin. Alors ici, on va pas tant y aller de notre petit avis sur tel ou tel aspect de la cérémonie, mais plutôt sur les réactions à celle-ci, en ce qu'elles disent de plus intéressant sur notre moment culturel que la cérémonie elle-même. Réaction étant dans beaucoup de cas un terme particulièrement approprié, tant elle semble avoir vraiment provoqué des réflexes conservateurs, voire réactionnaires. Et c'est ça en vrai qui était très intéressant avec la cérémonie des JO, je rejoins totalement. C'est pas la cérémonie en soi, parce que ça, à la rigueur, on a tous et toutes nos avis, mais bon, j'ai envie de dire, c'est de l'art, donc c'est subjectif. Tu peux dire j'aime pas, tu peux dire j'aime pour X raisons, artistiquement, ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Par contre, il y a beaucoup d'arguments qui étaient très intéressants pour voir les réactions en termes de valeur. Et là, on peut voir quelque chose, et là, ça dit quelque chose des gens, parce que tu peux ne pas aimer la cérémonie et dire, par contre, j'ai beaucoup aimé le truc de Marie-Antoinette, ou le truc avec Philippe Catherine,
ou Aya Nakamura. Franchement, c'était bien pour la représentation, c'est juste, moi, ça me parle pas en termes de musique, en termes de danse, en termes de machin. Ou inversement, bon, eux, ils oseront jamais le dire, mais tu peux kiffer d'un point de vue artistique, mais pas kiffer le symbole. Genre, tu sais, c'est comme tu kiffes une musique, mais t'aimes pas du tout l'artiste derrière. Ça arrive. Et je trouve ça intéressant de voir les réactions qu'il y a eu, qui étaient plus sur ce que voulait dire la cérémonie, sur le symbole, plus que sur l'artistique. Ça, je trouvais ça très très intéressant. La cérémonie d'ouverture des JO est une honte. Nous avons le suicide de notre pays devant le monde entier. La scène avec les drag queens et la décapitation de Marie-Antoinette ajoute l'infamie à la laideur. La France de Macron et du wokisme n'est pas la France. Ouh là là, ouh là là. Alors la cérémonie des JO est une honte et une infamie. Alors c'est Philippe de Villiers qui dit ça, hein. Nous actons le suicide de notre pays devant le monde entier. C'est lui qui dit ça. On parle de Philippe de Villiers, hein, le gars qui est propriétaire du Puy du Fou, le Puy du Fou qui historiquement se torche avec l'histoire. Donc c'est quand même assez hypocrite de sa part de dire ça. Je veux dire, si jamais à la rigueur son parc était carré, était vraiment l'histoire avec un grand H et tout, je dirais pas pourquoi pas, tu vois, il sait de quoi il parle. Mais là, même le fait que son parc soit une immense fraude en termes historiques, c'est quand même gonflé de sa part. La scène avec les drag queens, la décapitation de Marie-Antoinette. Alors la scène avec les drag queens, encore une fois, est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu la représentation de la scène? C'est pas compliqué, elle est à Paris, vous allez au Louvre, vous regardez Mona Lisa, et ensuite vous vous retournez. Elle est là, la scène, c'est un immense tableau. En tout cas, la dernière fois que je suis allé au Louvre, elle était là. J'ai pas vu Dionysos dans la scène, personnellement, que ce soit la représentation de Léonard de Vinci ou d'autres d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que bizarrement, là, la scène, on met des gros guillemets, mais la scène avec des drag queens, ça a fait chier beaucoup de monde. Par contre, bizarrement, quand c'est les Simpsons, Family Guys, etc. qui reprennent la scène, là, y a aucun souci, bizarrement. C'est peut-être que c'est pas le fait que la scène soit reprise qui vous dérange, c'est peut-être le fait que ce soit par des drag queens. Et j'aime bien la décapitation de Marie-Antoinette ajoute l'infamie à la laideur. Encore une fois, ça fait partie de notre histoire, ça. La décapitation de Marie-Antoinette, elle a vraiment existé, c'est un vrai truc historique de la France, et moi, ça me rend fou de me dire que on est en France, on est un pays qui est ultra fier et qui se la pète d'avoir été le pays de la révolution, liberté, égalité, fraternité, tout ça, mais on fait genre on est choqué par la décapitation de Marie-Antoinette. Alors désolé de vous l'apprendre, hein, les gens, mais ouais, la révolution s'est passée aussi par la décapitation de Marie-Antoinette, des rois, des nobles, il y a eu la terreur, il n'y a pas eu que des bonnes choses, bien évidemment, mais ça fait partie de l'histoire. Donc arrêtons de dire que la décapitation de Marie-Antoinette, c'est du wokisme. Dans ce cas-là, waouh, beaucoup de choses sont du wokisme. Hein. Tout ça révèle en quoi un objet culturel de ce type, eh ben c'est un exercice intéressant. Son objectif, c'est quoi au fond? Mettre en imaginaire, pour lui-même et pour les autres, le pays organisateur à ce moment de son existence, en l'occurrence, la France. Donc en soi, c'est un exercice généraliste, c'est la France qui est mise en scène. D'où une rengaine qu'on connaît bien, c'était trop politique. Ça n'était ni le lieu, ni le moment pour ça. Mais comme on l'a vu avec l'épisode sur cet autre grand événement culturel qu'est le Festival de Cannes, ceux qui font mine de reprocher le trop politique reprochent en réalité que c'était pas politique comme eux ils voudraient. Et c'est toujours comme ça. Et c'est là la différence entre la droite et la gauche, en tout cas à mon sens, c'est qu'une partie de la droite et de l'extrême droite vont dire « Non mais c'était pas le lieu et l'heure pour de la politique, non 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 !» Mais parce que c'est une politique qui les arrange pas. Alors si ça avait été un truc bien conservateur, bien franchouillard, bien racistes, ils auraient été en mode ah là parfait, ah là 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 c'est ma France, vive la France. Alors que nous à gauche, si ça avait été un truc ultra conservateur et tout, on n'aurait pas dit la politique n'a rien à faire là, on aurait dit c'est pas cette politique qu'on veut voir, c'est ça la nuance. C'est que nous, on assume très bien le fait que oui d'accord de la politique, pourquoi pas, mais après faut se poser la question de quelle politique on veut. Et nous on n'est pas hypocrite en mode non mais on veut aucune politique. Si, ça nous dérange pas d'avoir de la politique dans les arts. D'ailleurs l'art est politique fondamentalement, mais on va se battre dans plusieurs sens du terme pour faire en sorte que les idées elles soient plus tolérantes, progressistes, etc. que conservatrices et racistes, tout simplement. Parce que là, ça a révélé de manière spectaculaire, au sens strict, une problématique fondamentale. Oui, la France. Mais quelle France? C'est quoi la France? On doit donc faire un truc consensuel, alors qu'il n'y a pas de réponse consensuelle à ça. Vu comme ça, à n'en pas douter, la version qu'auraient préféré voir certains à la place de celle de Thomas Joly n'en aurait pas été moins politique. Ah mais c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas la représentation politique de la France qui gêne les droitards, c'est cette représentation politique là, parce que on aurait mis du Napoléon, on aurait mis Vercingétorix, ce que tu veux, des trucs comme ça, ça aurait été politique aussi, sauf que ça aurait été une autre manière de parler politique et une autre manière de représenter la France. Grâce à Hitler, l'Allemagne échappe à la menace communiste. La prise de la Bastille, une vulgaire émeute qui nuit aux commerçants. La colonisation, c'est la faute à Voltaire. Voici le type d'aberration et de caricature que vous pouvez trouver si vous allez visiter la Cité de l'Histoire. Ah ouais, je connaissais pas les cités de l'Histoire, mais
mais ça a quand même l'air bien nul, hein. Oh, les dingueries que ça a l'air de dire, c'est fou. Ils vont dire quoi après, que Dodolphe il était de gauche? Encore? Le président a donc décidé de nommer à la tête de sa cité de l'histoire Franck Ferrand. Franck Ferrand, c'est un animateur dit historien qui participe aussi bien à des médias tels que Valeurs Actuelles ou bien sur le service public. Le problème de Franck Ferrand, c'est aussi par exemple qu'il se dit grand admirateur d'Éric Zemmour. Il n'hésite pas en fait à présenter un roman national au service d'une droite très à droite. Sauf que ça montre que c'est pas juste une différence de vision au sens bon, on n'a pas les mêmes refs, les goûts, les couleurs, tout ça. Non, là se confrontent des imaginaires qui diffèrent à un niveau fondamental. Je m'explique. Bien sûr que, par exemple, ériger des statues à des femmes de l'histoire de France, c'est un acte politique. Ah, je savais pas qu'il y avait ça, c'est stylé. Franchement, grave bonne idée. Moi, je suis chaud. En vrai, je comprends pourquoi les gauchistes, ils étaient à fond dans cette cérémonie, du coup. Une fois, je l'ai pas vu en entière, la cérémonie, donc je savais pas qu'il y avait ça. Mais oh, l'odeur du gars avant la fin de Zemmour et qui dit que la Bastille, c'était qu'une émeute. Oh là là. Et vous voyez, c'est pour ça, c'est pour ce genre de choses que faut pas qu'on lâche la culture à gauche et que faut qu'on fasse attention. Parce que des choses qui sont fondamentales et qui sont censées être le basique, le simple, la base de chez base, eh ben ils essayent de la transformer, de changer notre imaginaire et notre vision de l'histoire, tu vois, avec leurs conneries en mode oui, Dodolphe était de gauche, la prise de la Bastille c'était une émeute, et Dodolphe il a lutté contre le communisme dans son pays, tout ça. Et c'est à ça qu'il faut faire attention aussi, parce que petit à petit, des idées qui étaient censées être la norme et la base pour tout le monde sont de plus en plus mises à mal par des discours racistes, haineux, sexistes, etc. Et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on lâche la culture, il faut pas qu'on lâche nos valeurs et qu'on en soit fier et qu'on n'oublie jamais que les jeunes, ou même moins jeunes, petit à petit, le discours il peut changer et donc la vision du monde peut changer, en bien comme en mal. Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle change en mieux. Bien sûr que, par exemple, ériger des statues à des femmes de l'histoire de France, c'est un acte politique. Tout comme c'était un acte politique qu'elle n'ait jamais eu de statue érigée. Mais un imaginaire conservateur peut faire comme si ce n'était pas le cas, puisque c'était comme ça, donc c'était normal, c'était le statu quo. Sans mauvais jeu de mots. Ah oui, mais c'est exactement ça, c'est que faire en sorte de faire croire que le statu quo c'est la base et que comme c'est comme ça, ça veut dire que c'est pas politique, c'est faux, parce que tout est politique et choisir une représentation ou une autre, de pas mettre une représentation ou une autre, ça reste des actes politiques, conscients ou pas, hein. Des fois tu peux faire ça inconsciemment et même sans penser à mal, bien évidemment, mais ça n'empêche que c'est politique. Le fait qu'il n'y avait pas eu le droit d'avoir de femmes à l'Académie française pendant je sais pas combien d'années, c'était politique, comme le fait qu'il y a plein de gens qui se voient pas avoir une femme à la tête de l'État, ça aussi c'est politique. C'est pas une question que de statu quo, que ça a toujours été comme ça, donc autant faire comme ça, et j'ai jamais compris cet argument, parce que si jamais tu veux dire ouais ça a toujours été comme ça donc autant continuer à faire comme ça, d'accord, bon je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais dans ce cas là si jamais tu veux que comme ça a toujours été comme ça, faut que ça reste comme ça, retourne dans la brousse. Et je dis pas ça d'une face comme les racistes, hein. Je dis ça d'une manière, retourne comme les homo sapiens, retourne avec des silex, avec un pagne sur le cul et à essayer de faire un feu avec de silex et un bout de bois, tu vois, tu vas t'amuser. Et c'était comme ça à la base, hein, donc autant continuer comme ça, hein. Et après tout, statu quo. Pour un imaginaire conservateur, quelque chose d'aussi riche et complexe qu'une idée comme la France, mais ça vaudrait pour un peu tout, en fait c'est très simple, c'est figé et essentialisé, c'est naturalisé même. Oh là, j'adore cette image. C'est mon pays, touche pas à mes traditions, mes églises, mes coutumes, mon cochon, mon pinard. La France, tu l'aimes comme elle est ou tu dégages. C'est ça tes valeurs, frérot. C'est pour ça que tu veux te battre pour le cochon, le pinard et l'église. Très joli les églises, hein, mais déjà, la plupart des gens sont plus chrétiens, et musulmans ou pas, ça change rien à ça, hein. Les gens commencent à arrêter déjà d'être chrétiens depuis longtemps, et les coutumes, ils sont au courant qu'elles vivent avec le temps, que des trucs qui sont des coutumes n'ont pas toujours été des coutumes, genre la fête de la musique, ça date que des années 80, hein. Genre, il y a pas toujours eu Noël en France, par exemple. Alors tu fais genre machin, mais avant Noël, il y avait autre chose. Donc retourne à tes coutumes d'avant Noël. Et le cochon, le pinard, bon, ouais d'accord, c'est sympa, mais est-ce que ça mérite de se battre comme ça, en mode gna 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 gna? C'est comme ça, et pas autrement, et ça a toujours été comme ça. Mais ça, c'est vraiment une peur des droitards, c'est affolant à quel point c'est une peur chez eux, ce truc. Les choses changent, ça fait flipper, et je préfère que ça reste comme avant. Alors que ça change, quoi qu'il arrive, je veux dire. Et tu le vois tout le temps, je veux dire. Aujourd'hui, on dit que c'était mieux dans les années 80, dans les années 80, on disait que c'était mieux dans les années 50. On disait pas que c'était mieux dans les années 40 quand même, faut pas déconner, mais je veux dire, on l'a vu dans une vidéo sur Picsou hier, que même Karl Barks, l'auteur de Picsou, qui trouvait que c'était mieux dans les années 1850, etc. Même en Antiquité, il y a des philosophes qui disaient que c'était mieux avant. Tout le monde
monde dit que c'était toujours mieux avant, mais pourquoi? Alors que, désolé, mais le monde il bouge, il change, il évolue, il se construit au fur et à mesure des jours. Si ton kink c'est un truc de le temps est figé et ça restera comme ça tout le temps, tu vas être malheureux, hein, parce que ça change quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non. Et donc, tout ce qui relève de cette vision, c'est pas politique, c'est juste la France. Tout ce qui en relève pas, par contre, c'est militant. Et ça n'a rien à faire là. Voire faudrait même revenir à une France fantasmée d'encore avant, ce qui est le principe de la vision dite réactionnaire. Résultat, c'était pas assez consensuel, c'était carrément, pas vraiment, la France. La drag queen ne constitue pas aujourd'hui, alors peut-être en 2024, Mais il n'y avait pas dans que la ça France- sur la liberté. dans la France woke, mais moi je suis désolée, quand j'apprends à mes élèves ce que c'est la liberté en France, je ne leur dis pas c'est une drag Fred. queen. Mais quand t'apprends la liberté en France à tes élèves, tu leur dis pas c'est une drag queen. Mais la liberté, c'est aussi, si t'en as envie, d'être drag queen ou pas. Ça fait partie des libertés. Alors que l'inverse, dire aux gens non, sois pas drag queen, ça enlève de la liberté. Donc si dire aux gens vous pouvez être drag queen, ça fait partie de la liberté. Et surtout que les drags, est-ce qu'ils font du mal à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un, c'est en termes de violence, en termes de machin, ils font leur vie et puis c'est tout quoi, c'est pas grave. Et puis c'est joli, c'est du spectacle quoi. Je comprends pas leur logique. D'abord, on pourrait développer un argument d'intérêt artistique. Les visions consensuelles et conservatrices sont, par définition, peu adaptées à des visions artistiques un peu innovantes, un peu marquantes, qui cassent les codes, comme là, ça a été clairement le cas. Et c'est logique, parce que si jamais tu veux être consensuel, si jamais tu veux être conservateur et tout, tu restes dans ce qu'on a déjà fait, dans ce qu'on connaît. Tu peux très difficilement, il y en a qui y arrivent, bien sûr, mais ça reste des exceptions, tu peux très difficilement innover à un autre niveau ou une autre façon de voir les choses en te basant et en restant dans quelque chose de conservateur. Là où le progressisme permet justement d'avoir une vision autre, de réfléchir artistiquement sur une autre manière de faire les choses. Et tu peux le voir même musicalement, je veux dire, si jamais on était resté sur quelque chose de conservateur, Beethoven n'existerait pas, parce que, encore une fois, au Moyen-Âge, à l'époque, il y avait certaines suites d'accords et de mesures qui étaient intolérables. Donc tu vas faire quoi, Jean-Michel conservateur? Tu vas dire ah non, je boycotte Beethoven parce que c'est trop progressiste et c'est politique? On pourrait même défendre une cérémonie un peu avant-gardiste, pas très traditionnelle, qui serait pas sur un imaginaire typiquement franco-français classique. Mais là, même pas besoin d'aller sur ce terrain en fait. Je suis désolé. Objectivement, et oui, je dis bien objectivement, c'est un des trucs les plus français que j'ai jamais vu de ma vie. Ils ont tout mis. Ça fait plaisir. Ouais, donc je me suis dit à la base, j'avais trop envie de faire un truc, analyser toutes les séquences, toutes les petites références hyper précises et tout. Il y avait tellement de trucs, en fait la vidéo elle durerait 3 heures. Et en plus, en vrai, moi j'étais obligé d'aimer. Il suffit juste de regarder toutes les émissions qu'on a faites pour l'humain avant, parce qu'il y a eu les séquences qu'on tournait, etc. et tout. Mais ils ont tout mis. Genre, ils ont mis Jules Verne, ils ont mis de la stop motion, ils ont mis le cinéma lumière, ils ont mis les Mignons, ils ont mis Assassin's Creed, ils ont fait la fusée Ariane qui va faire le truc de Méliès dans la Lune, et après tu vois la planète du Petit Prince, et ils ont même mis la planète des singes. Je pense, théorie du complot, je pense que Thomas Joly regarde cette émission. Dis-nous Thomas, en MP, on le dira pas. Je pense que c'est ça, il s'est inspiré de tout ce qu'on a dit, c'est sûr. Si on écoute certaines réactions, la cérémonie en fait c'était la Gay Pride, il y avait que des trucs lobby LGBT, de woke, multiculturel, gauchiste, je sais pas quoi. Je suis sûr que, alors j'ai pas vu la cérémonie en entière, encore une fois, mais je mettrai ma main à couper que ils ont dit ça parce qu'il y avait 4-5 moments qu'ils ont pas aimé, Aya Nakamura, la scène, etc., et qu'ils ont occulté tout le reste. Et c'est ça qui est dangereux avec le conservatisme et avec une certaine vision du monde de la France et avec l'extrême droite. C'est que, imaginons que la cérémonie aurait été 100% conservatrice avec un truc woke. Ils auraient vu que le truc woke. Ils auraient pas vu tout le reste. Ou alors peut-être qu'ils auraient vu, mais ils auraient gueulé quand même. Alors que nous, ça nous dérange pas un peu de symbole conservateur. C'est juste, faut voir quels symboles, qui veulent dire quoi dans le moment, et est-ce que tu fais que ça ou pas en fait. Truc lobby LGBT, de woke, multiculturel, gauchiste, je sais pas quoi. Tout ça en se concentrant sur 3 séquences sur 4 heures de spectacle. Voilà, c'est ce que où il y j'ai avait, dit. je le répète, tout, y compris les trucs bleu, blanc, rouge, la vie en rose, le métropolitain, les terrasses, la patrouille de France, la Marseillaise, le French Cancan, etc. Oui, d'accord, il y avait la Marseillaise, mais c'est une femme noire qui a fait la Marseillaise. Donc ça veut dire que c'est woke, c'est la dégénérescence des woke, attention. Oh là là, JPP, encore une fois JPP. Mais si c'était que ça, même la séquence de quelques minutes où il y avait du drag, du voguing, etc., c'était pas juste la minute queer. Et pas seulement parce que c'était mélangé à de la danse
traditionnelle par exemple. C'est la séquence la nuit, la fête, les clubs, les DJ, les tubes français, la mode, le cabaret, tout ça là, c'est turbo français. Bah oui, c'est turbo français. Et si jamais vous avez déjà été à Paris plus d'une fois dans votre vie et que vous avez fait des soirées Paris by Night, c'est pas des trucs qui devraient vous surprendre. Je suis désolé, hein, les dragues, il y en a pas à tous les coins de rue, bien évidemment. Même si bon, je m'en foutrais, hein, ça me dérangerait pas. Mais il y en a pas à tous les coins de rue, mais des dragues, des trans, même des gens cis, genre, on s'en fiche. Un peu colorés, habillés de manière chelou, avec des pièces un peu bizarres et tout. Il y en a plein à Paris et tu les vois régulièrement, surtout si tu fais un minimum le Paris by Night. Donc je suis désolé, il y a rien de choquant là-dedans, il a raison, c'est français. Certains en ont peut-être pas conscience, hein, mais beaucoup de vos compatriotes, si. Et surtout le reste du monde, il en a bien conscience. Et c'est valable pour la culture queer en général, hein, qui aurait déjà toute sa place en soi. Bah oui. Mais je suis désolé de vous l'apprendre, hein, et j'espère que vous êtes bien assis. Mais la France, et plus encore Paris, c'est totalement associé à la culture queer, au fait de jouer avec les normes de genre, avec la liberté amoureuse, etc. Ah mais que ce soit les années folles, que ce soit le Moulin Rouge, que ce soit ceci, cela. Et en plus c'est un truc à l'ancienne, tu vois, c'est même pas que les gens d'aujourd'hui bizarres, parisiens des années 2020, etc. Non, enfin si, les années 20, mais les années 1920, donc ça va en plus avec leur truc de conservatrice. À l'extrême droite et aux conservateurs, donc parfait, ils devraient pas se plaindre. Tiens, et le transformisme d'ailleurs, comme on disait avant, quand j'étais petit, il y en avait chez Patrick Sébastien, les gars. Le plus grand cabaret du monde, vous vous souvenez? Succès foudroyant cette année, les spectacles burlesques de travestis. Ce soir, 80 rue des Martyrs, chez Michou. On a souvent fait une différence entre le drag et le transformisme, alors qu'en fait le transformisme c'est une sous-catégorie du drag. C'est ce qui a fait l'âge d'or du cabaret en France, l'âge d'or queer du cabaret en France, parce que justement le transformisme, c'est se réapproprier tous les codes vestimentaires, de personnalité et artistique d'une artiste. Et d'ailleurs, si l'autre truc, parce que je voulais quand même dire, moi j'ai quand même un problème avec la séquence des drag queens, et je le dis, c'est qu'il y avait ni Sarah Forever, ni Lola Strega, donc il n'y a jamais mes prefs et ça commence à me saouler. Je tenais à le dire, je dénonce aussi quand même. Je vais pas lancer de polémique, mais voilà. Et là, ce que je dis, c'est pas un petit truc méconnu, hein. C'est de l'ordre du cliché sur la France. Là, cet événement à faire sortir avec une clarté totale à quel point ces réactions découlent d'une vision déconnectée et essentialisante. Une vision déconnectée, essentialisante, mais aussi une vision qui les arrange, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils savent très bien tout ça, mais qui sont quand même allés dans le complot woke, etc., parce que ça fait leur chou blanc, parce que ça donne des points et du crédit à leur agenda politique, c'est évident. Une vision dénuée de références, dénuée d'historicité. À propos, ça ne vous gêne pas cette boîte de nuit là en dessous de chez vous? Une boîte de nuit. On ne peut plus clair avec cet autre moment qui a fait péter des durites, hein. Vous savez là, la scène de la bibliothèque avec le trouble de petits jeunes qui vont batifoler. T'as beau leur mettre sous le pif 50 œuvres hyper référencées, fondatrices de la littérature française, qui parlent d'amour, qui parlent de genre, de sexualité, de briser les normes, qui parlent de liberté, le réactionnaire, lui, tout ce qu'il y voit, c'est le wokisme. C'est leur nouvelle mode là, ça a rien à foutre là, c'est pas ma France. C'est là où tu vois qu'ils sont mauvais en fait, les conservateurs, qui réfléchissent pas au-delà du premier truc qu'ils voient et au-delà de leurs obsessions. Et c'est ça qui est assez ironique d'ailleurs, parce que c'est eux qui nous accusent, nous les progressistes, d'être trop dans nos obsessions, dans le wokisme, etc. Mais je suis désolé, c'est pas nous qui sommes en mode oh mon dieu, il y a une meuf voilée dans Vice Versa 2, donc c'est terrible, il faut cancel. C'est pas nous qui sommes en mode oh mon dieu, il y a un trouble dans la cérémonie des JO, alors faut cancel. Et ça se voit que soit ils font exprès de pas voir ce que veut dire la cérémonie ou ce genre d'événement en règle générale, là c'est la cérémonie mais ça pourrait être autre chose, soit ils font exprès parce que ça ne rentre pas dans leur agenda politique, soit c'est qu'ils sont pas assez bons, ils sont mauvais certains. Et je dis pas ça de manière pédante en mode non mais ils sont mauvais, ils comprennent que dalle, c'est des gros nuls, haha. Non, c'est juste qu'ils ont pas certaines armes, que ce soit intellectuellement, que ce soit au niveau de la culture, etc. Mais que comme on les a gaslight, on les a matrixés en mode les woke, et ben plutôt qu'essayer de réfléchir à attends, cette scène là, il y a plein de livres, il y a Maupassant, il y a Honoré de Balzac, il y a Voltaire, machin, et vu le nom des livres, ça a l'air quand même un peu olé. Donc est-ce qu'il y aurait pas corrélation avec le fait qu'il y a un trouble dans cette séquence? Non, il y a un noir, il y a un trouble, c'est forcément woke. Vous voyez le piège dans lequel plein tombent, et c'est pas forcément que de leur faute, hein, attention, c'est aussi parce que on les encourage à penser comme ça, on les encourage à ne pas penser au-delà de la première impression, et à ne pas penser tout court au-delà de il faut interdire les woke, il faut du conservatisme, et c'est ça qui est terrible. Il y a des gens, sûrement, il y a 10 ans, ils auraient eu aucun problème avec la cérémonie
cérémonie des JO, peut-être les drag queens, peut-être un ou deux petits trucs, tu vois, mais sans non plus en mode oh, moi j'ai pas trop aimé, mais Osef, tu vois. Qui là, maintenant, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans ils s'en seraient battus les steaks, et ben là aujourd'hui ils sont en mode oh mon dieu, le wokisme, mais parce qu'ils se sont fait gaslight par CNews, par les chaînes d'infos en continu, par le fait qu'on dédiabolise le RN, etc. Et c'est ça qui est terrible. C'est fou, hein, parce que c'est des gens qui parlent de culture française en danger H24, qui parlent de racines, de mémoire, d'histoire, de patrimoine, et dans la pratique, tu te rends compte que leur vision, c'est pas une autre culture, c'est juste aculturel. Et ça donne des délires où face à un travail symbolique et esthétique hyper précis, hyper référencé, t'en as, ils sont tellement matrixés qu'ils voient du satanisme. Vraiment, on est retourné premier degré au niveau... Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau. Parce que quand je dis que c'est objectivement un des trucs les plus français jamais imaginés, je pèse vraiment mes mots. Que ça vous plaise ou non, Aya Nakamura, Gojira, Rimka, tout ça, c'est les mégastars françaises au même titre que Edith Piaf. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles et c'est pas vous non plus. Et oui, exactement, il suffit de voir les chiffres. Alors oui, évidemment, les chiffres ne font pas le talent d'un artiste, et le talent c'est subjectif selon les gens, t'aimes ou pas, on s'en fiche. Par contre, au niveau des chiffres, les chiffres parlent en termes d'influence, tu vois, au niveau mondial ou même au niveau français. Et Aya Nakamura, pour ne citer qu'elle, désolé, mais c'est la chanteuse francophone la plus vendeuse au monde. Donc, elle a tout à fait sa place là-dedans. Et Rimka, désolé, mais c'est l'un des piliers d'un des mouvements du rap des années 2000. Gojira, c'est l'un des piliers du métal français. Donc oui, ils ont leur place. Après, il y aurait pu en avoir d'autres à leur place qui auraient eu tout à fait leur place aussi. Je pense aux Daft Punk, même si bon, les Daft Punk aujourd'hui ça va pas mort, mais pourquoi pas Renaud s'il avait été plus en forme, pourquoi pas d'autres, je dis pas le contraire. Mais ils ont autant le droit et leur place que ces autres figures-là. C'est ça le truc. Et quand je dis ils ont tout mis, c'est pareil. Ce fameux moment avec Aya Nakamura, qui a fait la même polémique raciste minute 1 où ça a été annoncé, ils l'ont pas juste mise comme ça à la place de ce que une vraie cérémonie française devrait montrer. Ils ont mis Aya Nakamura à chanter du Aznavour avec la garde républicaine. Alors ça. Oui, évidemment que c'est fait pour faire imploser la section commentaire du Figaro, ce qui en soi est un noble objectif, mais ça révèle ce qui fait imploser ces gens-là. Pas que ce soit la France d'Aya Nakamura contre celle de l'Académie française, mais avec. Et ça, c'est déjà trop. Mais c'est ça, c'est que eux, ils parlent de vivre ensemble, ils parlent de s'adapter, ils parlent de ma France, machin, mais par contre, d'autres pans de la culture, qui est pourtant une culture française, qui eux ne comprennent pas et qu'ils ne veulent pas comprendre, ils veulent pas l'intégrer à leur culture ou même le tolérer. C'est ça qui est dangereux et qui est grave en fait. Au lieu d'essayer d'être en mode y'aime pas parce que wokisme tout ça, je sais pas, essaye de comprendre, essaye de t'intéresser. Peut-être qu'en fait tu vas kiffer d'ailleurs, tu sais pas. Mais bon, pour ça, faut enlever certains biais et ça c'est le plus dur. Le voilà le fin mot de l'histoire. Dans cet énorme mash-up de culture pop française, ce qui les dérange au fond, c'est pas qu'il y en ait pas pour eux, puisqu'il y avait tout pour tout le monde. Ce qui les dérange, c'est précisément qu'il y avait tout pour tout le monde. Et grâce à cette cérémonie, on a encore bien vu quoi et qui ils ne voulaient pas dans leur France. Alors on va essayer de prétendre que quand même, quelle image on donne au reste du monde. La presse internationale fait preuve d'unanimité, de nombreux titres saluent la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, un spectacle proposé par la France et qui a semble-t-il atteint son objectif. Oh là là, mais dis donc, la France, oh là là, quelle image on donne au monde, vous avez vu, vraiment, les gens sont dégoûtés. Non, c'est juste vous avec vos trucs racistes qui sont dégoûtés, les gens. Paris a fait vibrer son public international. La BBC parle d'une cérémonie au style unique, un plan réussi de manière éclatante. Enfin, en Espagne, le quotidien Marca dépeint la cérémonie comme la meilleure de l'histoire des Jeux. Bon, mais quand même, cette cérémonie, elle était clivante, voire la plus clivante de l'histoire des JO. Genre, plus que celle de Berlin en 36, vraiment, allons-y, tant qu'à faire. Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont dit ça. J'ai vraiment vu des gens dire que cette cérémonie était la plus clivante au monde, alors qu'il y a eu celle de Berlin en 36. Et on se rappelle que Dodolphe, il a été chancelier en 33. Donc bon, le clivant, je sais pas. Et il faut dire que selon un sondage Harris réalisé le 27 juillet, c'est-à-dire juste au lendemain, 86% des Français l'ont trouvé réussi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le côté, en fait j'ai l'impression que nous, contrairement à la coupe du monde de rugby où c'était très conservateur, mais vas-y, c'était pas raciste, c'était pas machin, donc vas-y fais ta vie frérot, on s'en fiche, genre neutre, à la rigueur neutre négatif mais neutre quand même, eux vu que c'était pas comme ils voulaient, exactement comme ils voulaient, ils ont détesté, sauf que frérot vous êtes que deux en fait, vous êtes juste 25% du pays, et je suis sûr qu'il y en a plein, ils ont détesté
posté, pas parce que c'était nul, mais juste parce que il y avait des trucs woke. Ah, 86%. Et 5% pas du tout réussi. Alors, je sais, hein, les sondages, c'est les sondages. Enfin, quand même, là, même avec une grosse marge d'erreur, on tient un joli consensus pour un truc clivant, vous trouvez pas? Et quand on demande aux gens de qualifier la cérémonie, on se retrouve avec des choses comme innovantes, spectaculaires, festives, mais surtout avec des adjectifs assez intéressants à décortiquer pour le sujet qui nous concerne. Inclusive, bien sûr, hein, vu que ça a l'air d'en avoir chagriné certains. Populaire également. Historique, tiens, on dirait bien que la très grande majorité des gens avaient totalement vu que la cérémonie mettait grandement en scène l'histoire de France. Il y a des personnes qui sont senties pas représentées dans la cérémonie, qui parlent d'histoire de France, etc. Il y a que de ça dans la cérémonie, il y a que des clins d'œil sur l'histoire de France. Ouais, il y a que des clins d'œil, il y a que ça dans la cérémonie, hein, on est d'accord. Sauf que eux, ils voulaient pas ces symboles-là de cette manière. Alors que le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a plein, au fond d'eux, ils ont kiffé Assassin's Creed, ils ont kiffé voir ça, ils ont kiffé voir certaines choses, genre ils auraient même pu kiffer Gojira ou des trucs comme ça, mais comme il y avait 3 drag queens qui se battaient en duel pendant 5 minutes, et bah du coup ils étaient en mode non, je ne peux plus aimer la cérémonie dans son entièreté. C'est quand même terrible de ravaler son kiff à ce point juste pour des pseudo-valeurs nulles, c'est triste. Et d'ajouter que tout ça non seulement donne une bonne image de la France, mais aussi respecte ses valeurs, et cerise sur le gâteau, pour 3/4 des personnes interrogées, nous rend fiers. Un peu comme si tu montres un spectacle comme ça aux gens, aux vrais gens, pas aux éditorialistes de plateau ou aux fous furieux sur Twitter, et ben ils sont contents. Ils trouvent ça cool, ils se sentent représentés, ils communient comme ça, là, massivement, dans le kiff, comme c'est censé être le cas. Et surtout que c'est logique en plus, parce que si jamais tu mets tout, vraiment tout, bah, fatalement, tout le monde va se sentir représenté. Du plus bourgeois au plus prolo, du conservateur au progressiste, tout le monde devrait se sentir représenté. Et c'est ce qui s'est passé pour 85% des gens, apparemment, d'après ce sondage. Sauf que, ben, il y a 25% qui veulent pas se sentir représentés. Et je dis bien veulent pas, pour beaucoup. Il y en a, sincèrement, ils se sont pas sentis représentés. J'en doute absolument pas, mais ils ont ravalé leur plaisir, juste pour ressortir un somme, parce que il y avait pas que pour eux, c'est d'un triste encore une fois. Dans un grand événement populaire. On est plus nombreux, je crois, à vouloir vivre bien ensemble, mais on est moins bruyants. Mais oui, ça, le soir de la cérémonie, on a fait du bruit. Ce bruit-là, en tout cas, a été le bruit qui a pris le pas, et c'était, je crois, un apaisement. Parce que là, on parle quand même d'un événement qui a réuni 24 millions de spectateurs. Et je parle pas non plus des millions de vues après coup sur les réseaux, sur YouTube, etc. pour différents moments forts. Bah alors, d'où elles sortent ces polémiques si elles ne naissent pas naturellement de la société? Ça révèle un dernier aspect très intéressant du moment culturel. En France, on appelle ça de manière un peu chiante, contrefaçon de mouvements d'opinion ou désinformation populaire orchestrée, voire avec un petit jeu de mots derrière les fagots, similitantisme. Chez les anglo-saxons, d'où nous viennent ces phénomènes, ils ont un terme plus rigolo, AstroTurf, du nom d'une marque de gazon artificiel. Ce qui s'oppose au terme grassroots, littéralement au niveau de l'herbe, à la racine, pour désigner quelque chose qui vient naturellement de la base, un mouvement populaire authentique. Cette pelouse synthétique qui essaie de se faire passer pour un bout de verdure, tout ce qu'il y a de plus organique, elle provient d'un appareil médiatique et économique tout à fait rodé, qui se donne les moyens, et de très gros moyens, de les faire naître. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Usul et Lumi sur le réseau Atlas, c'est passionnant autant que flippant. Et ça montre dans cette vidéo, et aussi avec ce qu'il vient de dire, la Bolche Geek, tout le côté, bah ouais, la plupart des gens, si on leur avait pas dit que fallait s'offusquer, il y en a plein dans les 85%, je suis sûr qu'ils se seraient pas offusqués. Parce que bah ils auraient kiffé, ils auraient pris leur plaisir, comme tout le monde, et c'est quand ils ont vu à CNews, un machin, répéter pendant des jours, avec Hanouna, oh mon dieu, femme à barbe, oh mon dieu, Marie-Antoinette décapitée, oh mon dieu, Aya Nakamura, que bah du coup ils se sont sentis obligés, entre guillemets, limite de se dire ah ouais du coup c'est vrai, Aya Nakamura, tout ça machin, mais inconsciemment tu vois, mais c'est flippant autant que triste. Maintenant ne soyons pas naïfs, cette polémique est tout sauf spontanée. L'image en question n'aurait choqué personne si certains ne l'avaient pas fait advenir en la montrant du doigt. Et qui ça? Ceux qui ont intérêt à cliver, à séparer, à désunir.
Ils étaient furieux de voir que la cérémonie produisait une émotion puissante et généralisée. Ils s'engouffraient dans la brèche pour manifester cet art de détester dont ils sont les virtuoses, et qu'on leur laisse bien volontiers. Patrick Boucheron, historien pour le Grand Continent en 2024, a tout dit. Comme dirait le dicton, diviser pour me régner. Et si jamais tu veux faire en sorte de régner en France, eh ben tu divises les Français sur des sujets comme ça ils se gueulent entre eux, et après on peut faire monter les partis qui nous arrangent en mettant des hommes de paille, en mode le wokisme, en mode Mélenchon, en mode oulala, regardez Rima Hassan, elle a un kéfier, c'est terrible, ce genre de choses par exemple, au hasard. Et attention, c'est pas une théorie du complot, c'est tout à fait public et concret. Cet homme qui a fait fortune avec Smartbox a décidé de mener la bataille culturelle tout seul, tout à ses convictions catho bien tradies, contre les droits des femmes, pour les écoles privées hors contrat, pour une réécriture tendancieuse de l'histoire de France. Il a mis sur pied une galaxie qu'il appelle du bien commun, un fonds philanthropique au service de ses bonnes œuvres. Drôle de paroissien, drôle de patriote surtout. Il a fui le fisc français pour partir en Belgique en 2012. Ah bah tiens, j'en parlais dernière à l'extrême droite, le réseau Atlas, vraiment regardez la vidéo. Mais c'est toujours marrant ça, ces pseudo-patriotes qui se la jouent, ouais, moi je suis patriote, je suis pour la France, la vraie France, des valeurs. Mais bon, je vais quand même faire de l'évasion fiscale ou déménager en Belgique parce que je veux pas payer mes impôts en France. Je suis français, je suis pour la France, mais par contre, je veux pas donner de l'argent pour mon pays, faut pas déconner quand même. L'Institut de formation politique, l'IREF, l'IFRAP, contribuable associé, l'Institut des libertés de Charles Gave, que vous connaissez peut-être. Tous ces trucs-là font partie du réseau Atlas. Ça fait beaucoup là, non? Tout ça au service d'une stratégie tout à fait assumée elle aussi, qu'on appelle dans le jargon la guerre culturelle. Alors, quel que soit notre camp politique, on aime beaucoup parler de la bataille culturelle. Je vais pas vous refaire tous les carnets de Gramsci, mais en gros, c'est l'idée que pour avancer des politiques concrètes, il faut d'abord gagner la bataille des idées, des imaginaires, des représentations, etc. Donc voilà, le terrain culturel, c'est super important. Mais attention, la guerre culturelle, c'est une stratégie politique pensée par les milieux conservateurs états-uniens qui s'est largement répandue dans le monde et jusqu'à chez nous par les mêmes qui reprochent à la gauche d'importer des concepts états-uniens, mais bref. Surtout que on dit que la gauche ramène des concepts états-uniens des facs américaines, mais désolé les gens, mais en fait les concepts états-uniens des facs ricaines, elles viennent de chez nous en fait à la base. Donc on prend rien de chez eux en fait, c'est eux qui prennent à nous à ce niveau-là. Alors que la droite et l'extrême droite par contre reprennent vraiment des techs états-uniennes qui viennent des États-Unis. Donc bon, qui est vraiment dans les valeurs françaises, je sais pas. L'idée est aussi simple que redoutable. Quand vous défendez les intérêts des puissants, c'est compliqué de vendre aux gens que vous allez baisser leur salaire et les impôts des plus riches, que vous allez leur retirer les droits par paquet, que vous voulez qu'on vous laisse faire du fric sans aucune limite et qu'ils auront qu'à se démerder avec les conséquences écologiques et sociales. Bref, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, faut aller sur un autre terrain, le terrain culturel. Aller chercher des marqueurs identitaires, des choses auxquelles les gens peuvent s'accrocher pour des raisons idéologiques, de tradition ou juste affectives. Et tu bourrines. Vraiment, tu mâches tous les boutons que tu peux de la manière la plus polémique et incendiaire possible. Et oui, parce que même si au début les gens ils vont résister, ils vont pas être d'accord. Donc à force de le bourriner, à force de racheter des médias, à force de pouvoir le dire un peu partout à qui veut l'entendre, déjà ça a commencé à rentrer chez certaines personnes, ce genre de choses. Des personnes pleines de doutes, des personnes qui sont pas contents du régime actuel, de la façon de faire actuellement, par les présidents, par les politiques en règle générale. Et il y en a, même s'ils sont pas d'accord, au début ils vont venir te voir juste parce que t'es marrant en fait, tu dis des trucs tellement horribles et cons à leurs yeux que ils vont venir pour se foutre de ta gueule, en mode regardez Cyril Hanouna parce que c'est tellement nul que vas-y on se marre. Sauf qu'à force de regarder pour le lol, petit à petit il y a certaines idées qui vont te rentrer en tête. Et quand tu rajoutes à ça des médias dits sérieux qui ramènent ce genre de take en plus, fatalement petit à petit ça fait la France qu'on a aujourd'hui et Marine Le Pen qui est au second tour. Tu fais des tempêtes dans tous les verres d'eau, des paniques morales sur tout et n'importe quoi, en les exagérant, voire en les inventant de toutes pièces. Le but, c'est de constamment occuper le terrain et monopoliser le débat public. Et oui, parce que si jamais on monopolise le débat public avec des trucs comme les femmes à barbe, Monsieur Patate qui devient Patate tout court, les 10 petits N qui devient Ils étaient 10, etc., etc. Si tu monopolises l'attention médiatique avec des trucs comme ça qui, avouons-le, on s'en bat tous les steaks, vraiment, c'est pas grave que les 10 petits N deviennent Ils étaient 10, surtout que même Agatha Christie elle-même était pas fan du titre. Franchement, j'ai envie de dire, pour reprendre le truc de Fabrice Eboué, sérieux, c'est ça ton combat. Mais si jamais tu fais en sorte que les gens ils aillent là-dessus, du coup ils réfléchiront pas à d'autres choses. Ils réfléchiront pas à certaines problématiques que peut-être ils auraient réfléchi si jamais tu les avais pas mis sur le wokisme. Parce que si jamais ils pensent les gens en mode ouais c'est vrai le wokisme c'est de leur faute, oh là là les arabes machin tout ça, ils vont pas penser peut-être que c'est les grandes fortunes, peut-être que là on se fait gaslight, etc., etc. Et c'est ça qui est
dangereux. C'est détourner l'intention d'un côté pour pouvoir nous entuber de l'autre. En fait, c'est ça. On nous montre la gauche pour faire des politiques de droite, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un monde plongé dans l'urgence climatique, les guerres, les génocides, les crises économiques et sociales d'envergure, qui devraient parler de ça H24 pour essayer au mieux de relever ces défis existentiels. Et ben, on n'a pas le temps. Parce qu'on débat de savoir si Philippe Catherine Cunu, c'est pas un peu la fin de la civilisation occidentale. La prestation, c'était pour moi autour de ma chanson, qui s'appelle Nu, Où peut-on cacher un revolver quand on est tout nu, et qui est une chanson d'apaisement, de paix, P-A-I-X. La vision de Thomas Joly de cette chanson était autour de la figure de Dionysos, et aussi d'une décadence, comme on peut l'imaginer, des fêtes païennes. Même lui le dit, en fait. Même lui le dit que c'était Dionysos, même lui le dit que c'était des fêtes païennes. Donc le truc de la scène... Là où c'est efficace, c'est que beaucoup de gens tombent dans le piège et participent à cette stratégie sans même en avoir conscience. Et c'est ça qui est plus horrible et qui est le plus dangereux et le plus grave, c'est qu'il y a plein de gens, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis sans même s'en rendre compte, parce qu'on leur a dit que c'était à cause de cette branche qu'ils avaient autant de problèmes. Vous voyez le truc? C'est ça qui est terrible en plus, c'est qu'il y a plein de gens, c'est même pas de façon maléfique ou de façon consciente, groupée stratégiquement qu'ils le font. Ils le font de bonne foi. C'est ça qui est terrible et c'est ça qui est d'autant plus dur à faire comprendre. C'est qu'il y a plein de gens, ils croient vraiment être dans le bon camp, dans le camp des gentils. C'est vraiment les gens qui vont suivre l'empereur Palpatine parce qu'ils croient que grâce à lui, ça va régler leurs problèmes. C'est terrible. Là où c'est redoutable, c'est qu'en face, ça force à réagir. Ça nous oblige à défendre une autre vision de la culture et de la société. Et du coup, si jamais on défend une autre vision de la culture et de la société, déjà on passe pour des énormes casse-burnes, mais en plus, du coup, on peut pas dire nos thèmes à nous. Et c'est ça où ils sont forts et c'est ça où leur stratégie est diablement efficace. C'est que, à force de concentrer les thématiques, à force de vouloir absolument faire en sorte que ce soit telle ou telle thématique qui soit sur les plateaux télé, dans les magazines, sur internet, etc., les rabâcher encore et encore et encore, et ben on peut plus mettre nos propres thématiques sur la table. Regardez, à chaque fois qu'on invite quelqu'un de gauche, c'est rarement pour lui parler de trucs de gauche, c'est rarement pour lui parler de l'augmentation du SMIC, de l'inflation, de comment taxer les riches, etc. C'est rarement, en tout cas beaucoup moins que pour les gens de droite, c'est rarement pour leur parler de leur sujet. C'est surtout pour leur parler de polémiques les concernant vis-à-vis de Palestine, de Jean-Luc Mélenchon il parle fort, genre de trucs. C'est toujours pour aller dans les thématiques qui arrangent la droite et l'extrême droite. Jamais pour parler, ou très rarement en tout cas, pour parler des thématiques de gauche. Et c'est là où c'est compliqué et c'est là où ils nous ont. Et c'est très dur de renverser la tendance parce qu'on n'a pas autant de moyens, on n'a pas autant de médias, etc. Mais il faut qu'on continue, sinon c'est la merde. Et du coup, Philippe Catherine Cunu. Et a raison, parce que ça a beau être culturel, ça a des impacts concrets sur la vie des gens et sur les politiques qui vont être menées. Mais en un sens, c'est aussi une forme de diversion. Reprenons cette cérémonie. Vous avez bien vu que ce grand spectacle a totalement déplacé le débat public au sujet des JO. Comment toutes les questions matérielles autour de l'événement ont été mises entre parenthèses. Les problématiques autour de l'impact écologique, les SDF et les étudiants virés, le prix des places, Paris mis sous cloche, la surveillance des militants, les conditions de travail sur site, j'en passe et des meilleurs. Et au fond, pas que les JO. La France elle-même. Puisqu'évidemment, un truc comme ça contribue au soft power et à l'aura du pouvoir en place. Et c'est pas pour rien que Macron, il a fait la dissolution juste avant, mais on en a déjà parlé, on en reparlera sûrement. Mais c'est ça qui est terrible. Et ouais, les conditions matérielles, comme on en a parlé dans les JTVTB, avant la cérémonie, de tout ce qui était étudiants, les sans-papiers, etc. Là, aujourd'hui, il y a plus grand monde qui en parle. C'est même limite oublié, parce que c'est passé, parce que le moment est passé. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, faut qu'on attaque tout de suite, faut qu'on fasse des trucs maintenant, parce qu'une fois que la cérémonie aura commencé, les JO commencé, les gens ils seront beaucoup moins chauds. Et à raison, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais quelque part, on se retrouve à défendre l'illusion d'une France avec un vernis et tous les washings imaginables sur la France de la Macronie et de l'extrême droite aux portes du pouvoir. L'illusion d'une France sans racisme, LGBT friendly, sans violence policière, sans impérialisme. On ne devrait pas abandonner les guerres culturelles, mais pas non plus mordre à l'appât. À la place, on devrait construire une culture politique autour d'objectifs communs qui s'attaquent aux problèmes concrets. Une politique organisée autour de ce qu'on veut construire pour nous et nos enfants, plutôt qu'autour de ceux qu'on déteste. Au fond, cette dissonance, elle serait résolue si la France correspondait toujours à ce qui nous touche dans cette mise en scène. On en parle souvent avec la panthéonisation, c'est la même chose. Manoukian, on l'adore, c'est notre mémoire à nous.
Mais en même temps, quand Macron veut panthéoniser Manoukian, ça nous met hors de nous parce qu'on se dit il va récupérer une figure qu'on aime bien et donc la dénaturer, etc. Mais en même temps, quand on regarde les livres d'histoire, on aime être dans l'histoire. On aimerait que Manoukian soit dans l'histoire aussi. Et ça passe malgré tout par la panthéonisation notamment. Donc on est toujours un petit peu partagé par ça. Et les Jeux Olympiques, c'est la même chose. C'est une institution mondiale, internationale. Et là, c'est la France. Donc comment dire, ça touche le pire de nos affects, c'est-à-dire on veut être représenté. On se dit, waouh, c'est les Jeux Olympiques. Et donc moi, mes affects, quand je vois Aya Nakamura qui chante Pookie, je suis trop contente. Ça, c'est mes affects de meuf qui veut être représentée. Et je suis en mode, waouh, incroyable. Et c'est ça qui est compliqué. Et ils ont tout dit à ce niveau-là. C'est très compliqué, cette espèce d'équilibre entre on veut de la représentation, on veut certaines choses, mais faut pas qu'elles soient instrumentalisées par un pouvoir qui est contre nous pour pouvoir nous tenir en laisse. C'est ça qui est compliqué. Donc, on peut se servir de ces affects pour se réconforter. Et on y a droit quand même, hein, on va pas bouder notre plaisir. Et la popularité de cette cérémonie vient sans doute aussi qu'elle a été vécue comme une petite bouffée d'air dans un moment irrespirable. Mais c'est ça aussi, hein, c'est qu'on a le droit de kiffer, bien évidemment qu'on a le droit de kiffer. Et c'est bien de kiffer. Sauf que faut pas que ça nous empêche de réfléchir politiquement, concrètement, de façon matérialiste à ce qui se passe là, en ce moment. Faut réussir à faire les deux. Parce que si jamais tu kiffes jamais, au bout d'un moment tu tombes en dépression, t'arrêtes de lutter, tu passes en mode dooming et tout. Mais si jamais tu fais que kiffer sans voir les problématiques qu'il y a à côté, et tu te fais gaslight par le gouvernement, par les politiques mises en place, le réseau Atlas, etc. Et du coup, il sera approprié le truc en fait. Et c'est ça qui est très difficile à faire. Mais pour sortir du piège de la guerre culturelle, il faut mobiliser ses affects pour arrêter de faire semblant et construire dans le réel. En faire un horizon vers lequel on avance, sans quoi, c'est pas un horizon, c'est un mirage. J'ai envie de dire comme d'habitude, Bolchegeek le boss. Non, vidéo incroyable et vraiment très bonne vidéo de rentrée. Le genre de vidéo qui nous rappelle qu'il faut toujours réfléchir au-delà du truc de base, que la culture ça peut être une arme puissante pour eux comme pour nous, mais qu'il faut essayer en tout cas de la manier avec intelligence, voir ce que ça dit, est-ce qu'il y a de la récupération politique, etc. Et ça, c'est compliqué malheureusement. Tout va bien.